est, comme vous le savez, assez pressé par le temps parce que à 18 h, il se passe un truc que peut-être certains d'entre vous auront envie de regarder. Il est possible d'ailleurs que le cercle nous fasse une surprise. J'en dis pas plus, hein, mais en tout cas, on va se tenir évidemment de la façon la plus rigoureuse au temps qui nous est imparti pour ce sujet. Je t'en prie, Pascal. Vous aurez remarqué que Arnaud Montebourg n'est pas là. Il a eu un contretemps d'avion. En fait, l'avion qu'il devait prendre avait 25 minutes de retard. Je sais qu'il a parmi vous des fans très vigoureux. Donc, je comprends votre déception. Pour autant, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir la chance de réentendre Pascal Bruckner sur un autre sujet. C'est lui qui va être dans un dialogue avec Christophe de Margerie, donc le patron, le philosophe. Comment réconcilier les Français avec la création de richesse? Pascal, un peu de silence, s'il vous plaît. Je vous prie vraiment, c'est difficile de travailler dans ces conditions-là. Merci. Pascal, est-ce qu'il y a d'abord un problème français avec la création de richesse? On a l'impression que c'est ce qu'on entend. C'est ce que le mainstream véhicule. Et pour autant, il y a eu des époques où la France, du point de vue de la création de richesse économique, était beaucoup plus glorieuse qu'aujourd'hui. Je pense à une époque pas si lointaine, les années 50, 60, où il y a eu toute une génération d'entrepreneurs, notamment dans les services, hein, qui ont créé Accor, qui ont créé toute la FNAC, au fond, la grande distribution. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse se poser cette question aujourd'hui ? Alors, je ne vais pas répondre en tant que doublure de ministre. C'est la première fois que je fais ça dans ma vie, et probablement la dernière. Mais peut-être que je peux gagner les dernières années de mon existence en doublant tous les membres du gouvernement. Ce serait pas mal. Alors pour répondre à la question qui est compliquée, je pense qu'il faut remonter peut-être dans l'histoire de la France, qui est un pays avec un double héritage catholique et républicain. Et donc le catholicisme, traditionnellement, contrairement aux protestants, est en principe hostile à l'argent et donc à la création de richesses. Aux valeurs de l'argent, il oppose les valeurs de la charité. Et évidemment, cette insistance sur la charité n'a pas empêché l'Église d'être extrêmement riche et d'accumuler une prospérité incroyable, ce que la réforme lui reprochera ensuite. Et puis il y a l'héritage républicain, et là nous avons effectivement toute une lignée de chefs d'État ou de penseurs qui ont condamné non seulement la richesse, mais le monde moderne en tant que tel, en tant qu'il voulait s'affranchir des traditions. Et on connaît les fameuses phrases de Péguy sur l'argent, les phrases de Léon Bloy. N'est plus proche de nous le général de Gaulle, disant que lui aussi n'avait qu'un ennemi, qui était l'argent. Les phrases ont été reprises par François Mitterrand pour arriver jusqu'à notre président bien-aimé qui a commencé sa campagne en expliquant qu'il haïssait les riches. Alors évidemment, c'était dans un contexte très particulier. Il faut donc distinguer d'emblée deux choses, les riches et la richesse, ça n'est pas la même chose. Et la France offre un paradoxe tout à fait étonnant dans le monde capitaliste d'un pays qui effectivement regorge de richesses architecturales, patrimoniales, agricoles, industrielles, et qui en même temps a gardé vis-à-vis de la richesse monétaire une méfiance, une suspicion, voire même un dégoût assez profond. Christophe, quelle est ton explication justement de cet état, de ces rapports compliqués que Pascal vient de décrire? Moi, je suis un petit peu désarçonné 2 secondes, parce que c'est la première fois que je fais un débat avec un grand philosophe. Et je sais bien qu'Arnaud Montebourg, il a une certaine forme de philosophie, mais c'est pas tout à fait la même. Et je ne m'attendais pas à parler de Péguy et des chrétiens, etc. Donc, je vais essayer Est-ce que tu vas suivre? Est-ce que tu vas suivre? On s'inquiète tous, oui, évidemment, très fort. Moi, le problème, parce qu'on ne te connaît pas, et donc on se dit, est-ce qu'il va pouvoir suivre? Il va suivre, mais le gars, il va suivre, mais il est chrétien et il n'est pas contre la richesse, donc il est emmerdé déjà, parce que... Non, plus... je pense, et pour reprendre un mot que disait Pascal, assez curieusement, on observe une accélération de ce problème entre les pauvres et les riches
ou entre ceux qui en ont plus que d'autres, je préfère cette expression, et on voit cette différence s'accentuer et l'agressivité quelque part s'accentuer depuis que la France est effectivement en train, on va dire, de décliner. Et c'est assez curieux comme phénomène, parce qu'on pourrait s'attendre au contraire à ce qu'on dise heureusement qu'il y a encore de la richesse, que c'est grâce à cette richesse qu'on va pouvoir investir, qu'on va pouvoir faire redémarrer l'entreprise, donc la croissance, donc l'emploi. Eh bien non, c'est un peu l'effet contraire, et c'est plutôt, puisqu'on est parti d'un système en France qui est un système égalitariste et pas égalitaire, et donc de partage, eh bien il faut partager, mais là on va partager l'argent des riches. Alors comme tout le monde sait que l'argent des riches ne suffit pas à faire vivre tout le monde, de loin s'en faut, eh bien ça crée une espèce effectivement d'attente, je pense, assez malsaine. Alors moi, mon problème et notre sujet, nous, c'est plutôt effectivement d'essayer de réconcilier, comme je le disais, de réconcilier les Français avec la richesse, et je crois que c'est possible, et je crois qu'on peut donner un certain nombre de solutions. Alors, comment ça se fait que les patrons n'y arrivent pas? Je veux dire, au fond, leur discours ne porte pas. Pourtant, ils s'expriment sur la société, sur l'économie, ils nous parlent de fiscalité, ils nous parlent de modèle économique, ça ne porte pas. Est-ce qu'il n'y a pas de leur responsabilité aussi là-dedans? Si, d'abord, je n'ai pas dit qu'on n'était pas responsable, mais la responsabilité, elle est aussi liée au fait que on est passé pendant la même période dans un système qu'on appelle la mondialisation, qu'on a diabolisé la mondialisation, alors que c'est une évidence, puisqu'on ne peut pas à la fois faire du numérique, du net, et pas reconnaître qu'on est dans un monde. Mais ce monde, du coup, on l'a diabolisé, il fait peur. Et puis comme la France, au niveau des grandes entreprises, mais il ne faut pas non plus dire que les petites et les moyennes ne vont pas bien, et qu'elles n'ont pas compris ce que c'était que la mondialisation, bien comme on s'est mis à l'intérieur de ce système, et parmi les choses de ce système, il y a eu un développement des salaires des patrons, il y a eu un développement d'une certaine forme de capitalisme nouveau, avec d'autres formes de dividendes, des rachats d'actions, toutes sortes de choses qui ont été très mal prises, alors que c'était une partie qu'on reprenait d'un cadre qui n'était pas le nôtre. Alors je ne dis pas que c'est que ça qui explique, mais c'est une des raisons. Ouais. Et c'est dommage parce que la mondialisation, on en a besoin. Et parmi les choses qui devraient faire redémarrer la France, c'est de reconnaître que la mondialisation existe et qu'au lieu de s'appuyer sur nos faiblesses, on se rappuie sur, et on s'appuie, se rappuie, c'est pas beau, mais on s'appuie sur nos forces. Et on en a plein. J'entendais Pascal, justement, un humoriste qui disait il n'y a pas longtemps, la mondialisation, c'est le Moyen-Âge avec le Wi-Fi. Au fond, tu as écrit pas mal, justement, sur cet antagonisme, enfin, ces difficultés entre la France et le capitalisme. Il te semble, comme Christophe, que c'est quelque chose qui s'aggrave avec le temps et avec les difficultés? Juste après ta réponse, on va prendre la question de notre petit étudiant. Oui, enfin, ça ne s'arrange pas du tout, c'est-à-dire que la France entre dans le capitalisme sur le mode de la dénégation, c'est-à-dire qu'on y consent, mais vraiment à demi-mot et sans aucun enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors quand le capitalisme triomphe, les 30 glorieuses dont tu parlais tout à l'heure, ça a été aussi, ne l'oublions pas, le sommet de la contestation. Et donc, quand il triomphe avec lui la vulgarité, la pacotille, le consumérisme, que toute une catégorie de gens ne cesse de dénoncer aujourd'hui sur les médias, même des gens de droite. Et donc, l'anticapitalisme est devenu aujourd'hui une passion partagée à égalité avec l'extrême gauche et l'extrême droite, ce qui est quand même tout à fait stupéfiant. Et quand le capitalisme échoue, on l'accuse en quelque sorte de nous appauvrir. Donc, quoi qu'il fasse, il est coupable. Vulgaire d'un côté, injuste de l'autre. Et cette antipathie française donc, peut se comprendre par les racines dont j'ai parlé tout à l'heure, par ces causes-là, mais c'est qu'aussi la France, et ça c'est peut-être son charme, a une sociabilité pré-capitaliste. C'est-à-dire que nous sommes les héritiers d'un monde qui était d'abord féodal, et qui avait toutes sortes de rituels, de coutumes que l'on perçoit encore aujourd'hui dans les régions françaises. Alors si pour préserver cela, il faut démolir l'économie de marché, je trouve ça un peu dommage. Et moi, je pense qu'on peut concilier une fidélité aux traditions et aussi une ouverture à la modernité. À quoi s'ajoute en France un autre défaut qui là tient à notre narcissisme national, c'est que nous n'avons accepté de construire l'Europe qu'à condition que l'Europe ressemble à la France.
Et puis... C'était même fait pour ça, au fond. Hein. Oui, c'était fait pour ça. Et puis, petit à petit, le modèle français a été érodé d'abord par notre grand voisin germanique, qu'on va battre ce soir, quand même. Qu'on va peut-être battre ce soir, qui sera une revanche symbolique sur toute Pardon, humiliation. Et puis la civilisation anglo-saxonne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, propose un modèle de contrat social du citoyen avec l'État, du citoyen avec le droit de s'enrichir et même le devoir sans honte, qui effectivement nous heurte. Donc nous nous provincialisons et nous rendons compte que le modèle français que nos gouvernants portent au nu n'a plus la même aura qu'autrefois. Et donc, pour nous, la mondialisation, c'est forcément le diable, c'est-à-dire c'est l'irruption du monde extérieur sur la scène nationale, et ce monde extérieur, nous ne le supportons plus, nous le haïssons. Et il y a 2 jours, j'entendais sur France Inter, au journal de 13h, la speakerine dire « les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres ». Ça fait un demi-siècle que j'entends cette formule. Si c'est vrai, nous devrions tous être en haillons et quelques privilégiés se promener en carrosse. Ça n'est pas vrai, ce sont des formules dont les médias adorent faire leur chou gras. Il y a peut-être un appauvrissement de la population, mais cette pauvreté est contenue par les mécanismes de l'État-providence. Et puis, les choses iraient sans doute mieux si on ne culpabilisait pas les Français sur la volonté de certains d'entre eux de gagner de l'argent. Très bien. Notre étudiant, on va l'appeler, il n'a rien de petit d'ailleurs, qu'il me pardonne. On l'écoute. Bien, on vous écoute. Bonjour, Arnaud. Je termine une école de commerce et je travaille aujourd'hui avec des entrepreneurs. Et ce que je remarque tout au long de mon parcours, c'est l'enseignement d'une peur de l'échec. Donc l'échec est stigmatisé et on ne valorise que peu la prise d'initiative et le fait de penser hors du cadre. Donc ma question, c'était aujourd'hui, que faire concrètement à l'école, dans l'éducation, en entreprise, pour redonner ce goût d'entreprendre et ce droit à une deuxième chance, une troisième chance en cas d'échec. Merci. Christophe, au fond, on a l'impression parfois que la France est le pays de la chance unique, quand même elle existe, au fond. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une explication dans ce que vous avez signaler l'un et l'autre sur une façon de parler du mal français? Je ne crois pas que, enfin, par rapport au débat qu'on a commencé tout à l'heure sur le problème de la richesse et donc de la perception par ce qu'on appelle l'opinion publique, je ne crois pas que ce soit cette peur de l'échec ou cette philosophie, entre guillemets, de l'échec qui soit véritablement un frein. Ça existe, bien évidemment. Et dans notre entreprise, on me dit régulièrement chez Total... Ton micro, Christophe, pardon. On peut le rapporter plus près? Oui, surtout que je n'ai pas de voix. Dans nos entreprises, quand on fait quelque chose, on n'a pas le droit à l'échec. Et si on ne réussit pas, on est puni. Mais si on réussit... Mais on n'a pas le droit à l'échec. Pour reprendre la question, pour préciser la question de notre... Mais je crois que je l'ai compris, si tu... Non, parce que... Pardonne-moi, mais je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que, au fond, Et moi qui allais dire une gentille chose en disant tu ne devrais pas écouter France Inter, mais RTL, reste sur France Inter. Ah non. Non, une société où justement il y a de la mobilité sociale, c'est-à-dire où le pauvre peut devenir riche, est-ce qu'il n'est pas justement moins méfiante vis-à-vis de la richesse? Je voulais reparler, puisque dans la question de notre jeune étudiant, il y avait 2 parties. Il y avait l'échec dans l'entreprise et l'échec avec le scolaire. Il se trouve que je suis plutôt en charge de l'entreprise et pas encore en charge de l'éducation nationale, qu'à Dieu ne plaise, mais j'aurais beaucoup de choses à dire effectivement là-dessus. Alors, si tu veux, d'abord, moi je répète, sur l'entreprise, je pense que contrairement à ce que les étudiants pensent, encore, cette notion de l'échec interdit est vraiment en voie de disparition. Pas complètement, mais vraiment. Et chez Total en particulier. Puis je ne vais pas rentrer sur les bonnes œuvres que fait Total en essayant justement de réintroduire ce qu'on appelle aussi bêtement les exclus des banlieues, ou ce que je préfère appeler les moins favorisés. Ça aussi, on le fait et c'est très important. Parce que ça fait aussi partie de l'échec. Et l'échec pas scolaire, l'échec de la réussite dans la société. Le fait d'être compris comme en faisant partie. Moi, j'étais bluffé. On a organisé quelque chose qui s'appelle
arrêter l'exclusion dans les musées, et on a organisé ça avec le Louvre, et j'ai découvert avec stupéfaction que les jeunes se considéraient comme pas chez eux. Le Louvre, ça leur appartenait pas. Le Louvre, ça appartenait à une élite, mais eux, non. Ils n'avaient pas le droit, et donc ils étaient contents qu'on leur ouvre les portes du Louvre. Mais en fait, ils avaient peur d'y rentrer. Alors si on doit rentrer sur le débat sur l'éducation française, bien sûr qu'il est sans fin. Moi, ce qui m'a toujours surpris dans l'éducation française, c'est qu'on sait à peu près ce dont on a besoin en termes de skills, de formation, de classification, et qu'on ne forme pas les gens dont on a besoin. Et ça continue. Et je ne comprends pas pourquoi. Et tout le monde le sait. Alors là, c'est un autre sujet. Je ne vais pas ouvrir. Puisque tu me permettais aussi de dire un mot sur le problème des libertés et des entraves qu'il y a encore trop dans notre système, j'allais dire, entrepreneurial, dans notre système politique, parce que mettre en contradiction le politique et l'entreprise, c'est absurde, puisque politis, hein, je vais faire aussi, moi, je peux citer Peggy de temps en temps. Mais Peggy n'écrivait pas en latin. Hein. Politis, c'est la politique de la cité. Eh bien, les responsables sont les politiques et bien évidemment aussi les entrepreneurs. Donc il faut arrêter de les opposer. Mais là, on pourrait partir sur un long débat qui me passionne. C'est qu'aujourd'hui, on est encore en bataille. Comme tu le disais, antagonisme. Pourquoi faire? J'en sais rien, moi. J'aurais bien aimé qu'il soit là, Arnaud. On aurait pu en parler. Mais je préfère regarder Pascal. le foot. Quelques mots là-dessus. Oui, sur la question de l'échec, je pense qu'effectivement, la France a une culture du verdict. Et donc, quand un élève échoue à l'école ou quand une entreprise doit fermer parce qu'elle a fait faillite, on a l'impression que c'est une malédiction qui vous suit jusqu'à la fin. Et aux États-Unis, que je connais un peu, l'échec est naturel, il est inclus dans le curriculum vitae. Vous avez fait plusieurs essais, et puis un jour vous réussissez. Donc on n'appelle pas ça des échecs, mais des tentatives. Et il y a même des États à l'intérieur des États-Unis où les faillites sont acceptées naturellement et ne sont pas sanctionnées. Maintenant, Christophe parlait d'un autre problème de l'échec, qui est l'échec scolaire. Et là, c'est vrai que tout se joue dans ces années-là. Et j'ai été assez surpris, et je dirais même assez étonné d'entendre le ministre de l'Éducation nationale plaider pour une grande indulgence dans la notation des élèves afin de leur éviter un sentiment d'échec et fustiger le délit d'initié de la culture. Alors voilà un délit dont lui, on ne pourra pas le créditer. Et donc, ce qui veut dire que tous ceux qui ont un bagage culturel devraient avoir honte de le montrer devant les autres, et qu'au fond, cette initiative, c'est à l'école même un éloge de l'ignorance. Et là, je pense qu'un pays qui part sur ces bases-là est vraiment un pays mal parti. On va prendre une question alors. Oui, pardon, Christophe. On prend une question juste après. Simplement, la question, ça va être très rapide. Je suis étonné parce qu'on prend toujours des exemples. Là, on prend l'Allemagne, là tu as pris les États-Unis. Les États-Unis, le droit à l'échec. Moi, il y a une chose qui me frappe toujours. Les États-Unis, ils disent en France, c'est extraordinaire. Un président, il faut en général qu'il soit battu 3 fois avant d'être élu. Et nous, au contraire, quand un président est battu, il n'a plus le droit de se représenter. Tu vois, comme quoi, on peut dire des choses différemment. Moi, je crois qu'on n'a pas besoin de prendre d'exemples et qu'il faut se regarder soi-même. Et l'Allemagne commence à nous faire brère. Non pas l'Allemagne, mais le fait, c'est qu'on se compare tout le temps à l'Allemagne, et la droite, le centre, la gauche, se comparent à l'Allemagne sur des sujets différents, chacun sur le sujet qui l'intéresse. Mais c'est l'Allemagne, c'est la même. Mais chacun en prend un bout, fameuse tranche de cake. Et on compare celle-là en disant, celle-là, elle m'intéresse ou celle-là ne m'intéresse pas. Ça ne marchera pas comme ça non plus. Prenons-nous en main tout seul. Et puis on verra après, mais avec l'Europe, parce que tout seul, on n'a aucune chance non plus. Une question peut-être. Oui, mademoiselle. Ça tombe bien car je suis assise à côté de l'ambassadeur Odile Benyaya-Couder du Nouvel Observateur. Ça tombe bien car je suis assise à côté de l'ambassadeur d'Allemagne. Et
Une des choses qui m'a frappée dans votre débat, c'est qu'il y a une expression que vous n'avez pas du tout utilisée, qui est le terme de dialogue social. C'est intéressant parce qu'effectivement, si on se compare à l'Allemagne, c'est peut-être un des piliers de la culture allemande. Et moi, je me demandais si, dans les questions d'échec scolaire et dans les questions d'entreprise, un des problèmes principaux, ce n'est pas justement cette impossibilité très française de se parler. Parce que sinon, on a évidemment une grande entreprise comme Total qui n'existe pas en Allemagne. Enfin, on a beaucoup de choses en France, il ne faut pas l'oublier, mais sur le dialogue social, ça m'étonne que quand on parle de création de richesse, on n'en parle pas un petit peu aussi. On vous a entendu. Alors, Christophe, tu veux dire D'abord, moi, je reviens d'Allemagne. Donc, j'étais à Munich hier et ce matin. Donc, on a beaucoup parlé avec les Allemands. Et j'ai au contraire parlé tout le temps de ce rapprochement nécessaire entre nos deux pays. Il y en avait marre, que ce soit la presse française ou la presse allemande, parce que la presse allemande fait exactement la même chose. Elle critique à longueur de journée les entreprises françaises et la société française. Et nous, on fait la même chose avec eux. L'ambassadeur d'Allemagne, que je connais bien, sait très bien ce que je pense et que ce genre de méthode de travail devrait vraiment disparaître. Alors, le dialogue social, on n'en a pas parlé, mais parce qu'on ne peut pas parler de tout et de tout. Mais je ne pense pas que le problème de rapprocher le problème des Français avec la richesse soit un problème de dialogue social. Je pense que c'est d'abord un problème de dialogue. Et puis après ça, on fera du dialogue social. Mais si jamais on doit passer par les syndicats, et je prends mes risques, pour rapprocher les Français de la richesse, je ne suis pas sûr qu'on prenne le bon vecteur. Le mot de la fin, Pascal. Nous sommes arrivés au terme de cette belle séance. Pascal, quelques mots de conclusion. Sur le dialogue social, je ne suis pas dans le monde de l'entreprise, même si j'ai travaillé de nombreuses années à l'Observateur, mais en tant que critique littéraire, donc là-dessus, je ne suis pas compétent. En revanche, je pense que la méfiance vis-à-vis des richesses des Français vient aussi du creusement des inégalités. Et donc, ça n'est pas tant l'inégalité en tant que telle qui est montrée du doigt par l'opinion publique, c'est l'idée qu'au fond, chaque génération qui arrive sur le marché du travail ne pourra pas s'enrichir à son tour. Et que par conséquent, le sort des enfants et des petits-enfants sera moins bon que celui des parents et des grands-parents. Et c'est précisément parce qu'il y a un fossé entre ma génération et celle de Christophe et d'autres qui avons plutôt très bien vécu dans les 30 Glorieuses et les générations suivantes, que cette vieille méfiance vis-à-vis de l'argent et vis-à-vis des possédants revient en France et peut prendre toutes sortes de formes, dont notamment la complaisance pour l'utopie communiste qui à nouveau séduit un certain nombre d'intellectuels. Mais encore une fois, dès que le capitalisme fait défaut, à ce moment-là, on le dénonce comme étant la pire forme d'exploitation, avec ce bémol, c'est qu'aujourd'hui, il est seul au monde, il n'a plus d'adversaire, donc il n'y a plus d'utopie de remplacement. Et c'est avec ce système-là que nous devons composer pour le meilleur et pour le pire. Merci, merci à vous deux. Merci à vous deux. Merci tout spécialement à Pascal d'avoir accepté notre invitation. Il a adoré être Montebourg, je pense que vous l'avez adoré aussi en Montebourg. Je passe tout de suite la parole à notre Didier Deschamps local. Alors, deux bonnes nouvelles, une mauvaise et un rattrapage. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on va vraiment avoir dans 1 minute 30 secondes le TF1. Chut. Deuxième bonne nouvelle, c'est l'équipe de France. Je viens de les avoir au téléphone. Didier m'a dit qu'ils étaient en forme. Une très mauvaise nouvelle, c'est que les intermittents ont frappé et donc que le Turc en Italie est annulé ce soir. Et un rattrapage parce que l'équipe, non pas nous, le 16 économistes, l'équipe qui organise, menée par Marie Castin et compagnie, et en fait a une proposition. On va essayer, pour ceux qui souhaitent absolument voir un opéra ce soir, ce qui est tout à fait normal, de trouver d'autres places pour la flûte enchantée. Et donc, vous allez au Grand Théâtre de Provence, au Protocole, et on essaye de vous trouver des places pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Donc, bonne nouvelle, on a quasiment gagné. Mauvaise nouvelle, vous avez perdu. Et troisième bonne nouvelle, on va essayer de se rattraper au pénalty. Voilà.